Alors bonjour à toutes et à tous et un grand merci de me suivre une fois de plus. Donc aujourd'hui je vais parler de la représentation du monde catholique méditerranéen dans l'œuvre du marquis de Sade. Je travaille depuis maintenant quelques décennies sur les écrits du marquis de Sade car leur structure de démonstration philosophique m'intrigue beaucoup. Au-delà, bien entendu, des fameuses scènes pornographiques qui ne sont souvent que des répétitions pour cacher la philosophie, on distingue dans cet édifice littéraire assez conséquent une certaine théologie depuis bien longtemps, mais aussi une grande psychologie culturelle. Sade est une figure qui continue d'intriguer énormément le grand public. Quelques films et documentaires ont timidement parlé du divin marquis, bien souvent comme une espèce de figure symbolique qu'on a édifiée surtout après la Seconde Guerre mondiale et pendant les événements de mai 1968 notamment. Certes, sa mémoire a été ravivée essentiellement pour les justifications qu'il avait offertes quelques siècles auparavant quant à la grande relativité des mœurs et des pratiques sexuelles. Mais Sade, ce n'est pas seulement notre ancêtre national d'audacité pornographique, c'est aussi un grand critique de la pratique religieuse catholique, de la liturgie, surtout celle qu'il observe dans sa jeunesse entre la Provence et l'Italie, depuis la tour de son château familial de Lacoste, dans l'actuel Luberon. C'est aussi l'héritier de la philosophie de Voltaire. Alors oui, bien sûr, beaucoup ont vu des liens plus clairs et précis entre les discours philosophiques du marquis de Sade et les philosophes matérialistes anglais comme David Hume ou John Locke, et bien entendu la maîtrise en France, sans aucune équivoque au détriment d'une connexion beaucoup plus précise avec Voltaire, car elle existe et elle se reflète dans ce même préjugé que les deux penseurs, les deux philosophes avaient sur le monde méridional catholique. L'oncle de Sade, l'abbé de Sade, donc l'homme qui fut le principal responsable de son éducation, était un prêtre, ami intime et pratiquement disciple de Voltaire. Voltaire qui avait tendance à mépriser le Sud et admirer le Nord. Voltaire qui voyait les cultures méditerranéennes beaucoup plus crédules et superstitieuses que les cultures atlantiques et nordiques. Voltaire voyait aussi dans le protestantisme anglo-saxon une version quelque plus mature du christianisme que le catholicisme romain, qu'il percevait comme source de superstition et hypocrisie, un peu dans le sillon de Molière. Sade et Voltaire, et Molière bien avant eux, ont également en commun une éducation chez les jésuites de Louis le Grand, à Paris, le plus prestigieux lycée de France au XVIIIe siècle. On peut imaginer l'oncle religieux du jeune marquis être la fondation de cette formation de philosophe et les années d'études sous l'égide de la Société de Jésus, les jésuites, comme l'édification de la connaissance encyclopédique que l'on trouve par la suite dans les romans du libertin. Les jésuites, effectivement, enseignent au marquis de Sade la théologie, mais aussi la grammaire, la géographie, la linguistique, dont ils sont bien entendu très friands. Il transformera et parodiera d'ailleurs bien souvent les pratiques religieuses de ces jésuites, et tout particulièrement des exercices spirituels, une retraite de 4 semaines pensée par leur fondateur Ignace de Loyola. Il garde des jésuites le raisonnement philosophique et mathématique, mais en balancera la foi dans une religion qu'il perçoit souvent comme archaïque, chimérique, qui est un mot qu'il utilise beaucoup, et très relative selon les classes sociales ou les régions où elle est pratiquée en Europe et sur le reste de la planète. On le sait bien à présent, en 2025, le catholicisme prend bien naturellement des couleurs différentes selon sa position géographique, selon le climat dans lequel il est pratiqué et ses saisons capricieuses, les commerces de ses pratiquants, bien entendu, la langue dans laquelle il est pratiqué, etc., etc. Donc l'oncle du jeune marquis, l'abbé de Sade, qui sera donc responsable d'une grande partie de son éducation pendant sa tendre enfance en Provence, est d'ailleurs un écrivain dont les idées tendent à justifier justement l'activité sexuelle selon le climat et la température de ses pratiquants. Donc les pères jésuites qui ont éduqué le marquis par la suite lui ont bien mis une idée en tête sur cette planète qu'ils ont été découvrir à travers leur mission pour mieux éduquer les élèves autour des institutions politiques d'Europe. Effectivement, les circonstances géographiques jouent un rôle central dans la religiosité des individus.
Grâce à eux, Sade grandit avec un esprit d'anthropologue, alors que cette discipline n'existe pas encore. Mais par instinct, il compare les habitudes culturelles. Leur sexualité n'est pas son seul point d'observation, loin de là, leur religiosité l'est tout autant. Au contraire de Voltaire, qui s'affirmera toute sa vie déiste et cherche à réconcilier philosophie et religion, Sade rejette entièrement l'idée de divinité et ne s'en remet qu'à l'unique nature dans laquelle il place sa foi absolue. La nature, ce que l'on pourrait appeler aussi aujourd'hui le climat ou l'environnement, est donc son seul objet d'étude. Il cherche à comprendre comment tous ces facteurs autour d'une pratique religieuse forgent donc l'esprit de certains peuples. Mais tout comme Voltaire, cette connaissance des autres pays européens et des terres lointaines que les missionnaires jésuites ont fini par évangéliser est essentiellement théorique. Il ne se base que sur des récits de voyage dont on a souvent remis en question l'authenticité et la véracité. Le marquis de Sade n'était pas seulement bisexuel, il était aussi birégional, ayant vécu sa jeunesse entre la Provence et l'Île-de-France, donc deux climats différents. N'importe qui a connu le contraste entre ces deux régions historiques sait bien qu'elles motivent différentes sensations chez l'individu, notamment à travers ce climat. Le Sud et le Nord ont également en France différentes coutumes catholiques, croyances et chapelles qui sont dédiées à différents saints, tout en restant la même religion. Il est donc assez facile d'interpréter les enseignements de ces maîtres jésuites ainsi que des romans philosophiques de Voltaire à chaque fois qu'il quitte la Provence pour rejoindre Paris ou vice-versa. Il comprend cette différence. Sade admire les figures littéraires de siècles antérieurs qui justement ont voyagé eux aussi entre la capitale et la province, comme notamment François Rabelais, Molière, qui était toujours sur les routes de France, ou Voltaire, qui partait souvent en exil ou se cachait près de la frontière suisse, dans son château. Sade cherche aussi à s'inscrire dans cette même mission qu'ont tous ses prédécesseurs d'extraire le plus de sensualité de la langue française. Une langue qui, bien sûr, continue encore aujourd'hui d'être considérée comme la plus sensuelle, justement avec ses variations climatiques. Sade a souvent été comparé à un caméléon, car il avait cette capacité de s'adapter à non seulement différents climats atmosphériques, mais aussi des climats politiques, des climats sociaux. Donc, comme l'écrit son biographe Neil Schaeffer, je vais citer en anglais, During his lifetime, he would learn to be in places, yet not to be of them. To be in the army, but not to become a comrade. To be in a Jesuit school, but not to be a Christian. To be the president of one of the most revolutionary sections of the Paris Commune, expound Robespierre, yet to remain a monarchist. To be locked up as a madman in Charenton, but yet to become one of its principal ornaments and a friend of the director. C'est peut-être ce qu'il y a de plus fascinant dans la figure du marquis, et cette capacité reflète sans aucun doute la sensualité littéraire qui fait sa renommée. Entre ses influences littéraires, son père et son oncle, qui sont des grands voyageurs, les contes philosophiques, anglais mais aussi français comme ceux de Voltaire, et un long voyage qu'il fera en Italie pour échapper à la prison en France, Sade est donc un grand voyageur lui aussi avant de connaître une existence en réclusion pénitentiaire et par la suite psychiatrique. Sade restera donc un méridional pendant toute sa jeunesse et avant la Révolution principalement, collectionnant les aventures et les débauches entre notamment Aix-en-Provence et Marseille, deux villes qu'il fréquentera intensément dès qu'il pourra quitter Paris. Mais en 1775, il s'embarque dans ce qui sera son plus long séjour hors des frontières de France, dans cette Italie de Pétrarque, dont il semble être le descendant, selon les théories de son oncle abbé de Sade. Donc il connaissait déjà la Hollande, qu'il trouvait naturellement plus libérale et avancée que la France. Son séjour dans les principales villes d'Italie durera pratiquement 2 ans, pendant lesquels le marquis composera un texte de nature quasi anthropologique intitulé Voyage d'Italie ou dissertation critique, historique, politique et philosophique sur les villes de Florence, Rome et Naples, entre 1775 et 1776. Donc ce texte, avec un titre aussi long, est fascinant car on y voit naître le futur auteur libertin qui fera par la suite voyager son héroïne Juliette dans ces mêmes métropoles une vingtaine d'années plus tard. Ce récit montre également que le marquis suit les pas de Voltaire,
qui méprisait le catholicisme méditerranéen. Une expression du christianisme qui lui semblait beaucoup trop archaïque, superstitieuse, hypocrite et bien entendu trop répétitive, à l'opposé de cet anglicanisme et du protestantisme qui cherchait au nord de la France à plutôt moderniser la foi chrétienne. Il écrit, et je cite, dans ce recueil, dans ses récits de voyage, on y voit toujours les mêmes événements se répéter, les mêmes crimes, les mêmes vertus, la destruction des uns, l'élévation des autres. Page 244. Donc en observant les villes italiennes et leurs mœurs, le jeune marquis semble dénoter les niaiseries ou l'infantilité des Italiens, leur capacité à virer rapidement de la piété religieuse à la plus complète des dépravations. En gros, il identifie les Italiens comme d'éternels enfants qui refusent de grandir, de mûrir et s'imposent d'absurdes règles de vie, des chimères, pour les transgresser sans cesse. Le catholicisme méditerranéen, qui part d'Italie pour suivre tout le pourtour de la côte française jusqu'au détroit de Gibraltar, est essentiellement puéril pour ça et empêche le développement intellectuel des individus. Et c'est ce que l'on voit dans ces carnets de voyage. L'Église de Rome étant bien entendu la source de cette grande immaturité philosophique des populations qui répètent les mêmes rituels et se complaisent dans un folklore baroque, saisonnier, climatique même, depuis la contre-réforme menée par les anciens professeurs de Sade, justement, les pères jésuites. Il est évident que ce long voyage, pendant lequel il pourra observer le changement des saisons plus de 6 fois, donc, lui inspirera l'Odyssée de son héroïne doppelganger, la libertine Juliette. Cette époque qui vante la prospérité d'une criminelle qui ne cesse de s'enrichir dans ses déplacements à travers ses crimes, sera sa réponse sensuelle et pornographique à la décomposition d'une civilisation méditerranéenne qui n'en finit plus de décadence et de ruines. Les ruines, justement, les ruines de l'Empire romain le fascinent bien plus que les églises. Évidemment. Et il peine à comprendre comment un retour en arrière vers un modus operandi essentiellement superstitieux est possible dans une culture qui fut en son temps la plus avancée de toutes dans le bassin méditerranéen. Juliette, donc son héroïne, ne sera pas seulement l'émissaire ou la réplique, l'avatar de l'intellect du marquis, elle sera également la résurrection de ces empereurs romains des plus pervers, dont Caligula ou Néron. Dans le roman de Sade, l'image de l'Italie est souvent associée à la dépravation, à la perversion et à l'hypocrisie religieuse. Les personnages italiens tels que le duc et la duchesse de Godmar incarnent justement cette immoralité, la corruption morale qui règne dans la société italienne décrite par l'auteur. Observez premièrement. Par exemple, le duc, figure autoritaire et sadique, abuse de son pouvoir pour assouvir ses désirs les plus vils, tandis que la duchesse, complice plutôt passive, participe à des orgies décadentes et à des pratiques sexuelles déviantes. Ces personnages sont présentés comme des archétypes de la dépravation morale qui sévit sur toute l'Italie, alimentant ainsi l'image d'une société corrompue et décadente. La religion catholique, bien entendu omniprésente dans la société italienne que Sade nous décrit, est également fortement critiquée. L'auteur dénonce l'hypocrisie des représentants de l'Église, notamment le pape, qui prône la vertu et la piété tout en menant une vie absolument dissolue et immorale en privé. Par exemple, le personnage du pape que Juliette rencontre au Vatican est présenté comme un symbole de cette hypocrisie religieuse, se livrant à des plaisirs interdits et des pratiques blasphématoires, tout en conservant une façade de respectabilité et de moralité. À travers ces personnages, Sade met en lumière les dérives de la religion catholique qu'il imagine et dénonce les excès et les abus qui peuvent donc en découler. Il est intéressant de noter que la traduction en anglais du roman de Sade, Juliette, a contribué à façonner justement une représentation négative de ce sud méditerranéen catholique, en particulier de l'Italie, en la dépeignant comme une terre culturellement retardée et hypocrite. Donc cette représentation s'inscrit dans un contexte plus large de stéréotypes et de préjugés culturels envers les populations méditerranéennes, notamment celles de confession catholique.
La traduction en anglais de Juliette a amplifié ses critiques en exposant les travers de la société italienne sous un jour encore plus sévère. En effet, la langue anglaise, véhicule d'une culture protestante et libérale, a contribué à souligner ces différences culturelles et religieuses entre l'Angleterre du XVIIIe siècle et le sud méditerranéen catholique représenté dans le roman. C'est donc Londres contre Rome. Cette opposition entre deux cultures, deux pays, deux systèmes de valeurs aux antipodes a renforcé l'image du sud méditerranéen comme étant en retard sur le plan culturel et moral, et bien entendu intellectuel et philosophique. Par ailleurs, la traduction en anglais a également donné une visibilité internationale au roman de Sade, contribuant ainsi à diffuser cette représentation négative du sud méditerranéen catholique à un public beaucoup plus large, et notamment dans les colonies de l'Empire britannique. Les lecteurs anglophones ont pu se familiariser avec cette vision dépréciative de l'Italie et du catholicisme méditerranéen, renforçant ainsi les stéréotypes et les préjugés à l'égard de ce pays. Il convient cependant de nuancer cette lecture en prenant en compte le contexte historique et culturel dans lequel s'inscrit le roman de Sade. En effet, l'auteur, marqué par les idées des Lumières et le mouvement libertin, cherchait à provoquer et à choquer son public en mettant en scène des situations et des personnages transgressifs. À travers ses écrits, Sade entendait remettre en question les normes sociales et morales de son époque et critiquer les excès de la société française de son temps. Ainsi, la représentation négative du Sud méditerranéen catholique dans Juliette peut être interprétée comme une critique radicale de la morale religieuse et des tabous de l'époque, non pas en Italie, mais dans cette France révolutionnaire qui aboutira sur l'empire de Napoléon, bien entendu un Corse qui vient de ce monde, puis sur la restauration de la monarchie des Bourbons qui rétabliront bien entendu le pouvoir de l'Église, plutôt que comme un portrait fidèle de la réalité méridionale et italienne. Dans cette optique, il convient donc d'examiner les motivations du marquis de Sade derrière la construction de cette représentation du Sud méditerranéen catholique et de prendre en compte les dimensions philosophiques et politiques de son œuvre. En effet, Sade était un auteur engagé qui cherchait à dénoncer les abus de pouvoir essentiellement et les injustices de son temps à travers cette écriture on ne peut plus provocatrice et transgressive. Ainsi, la dépravation et l'hypocrisie qui caractérisent la société italienne dans Juliette peuvent être vues comme une critique acerbe de la politique autoritaire et des pratiques répressives de l'Église catholique avant la Révolution française. Comme le démontre son fameux essai, je cite, « Français, encore un effort avant d'être républicain », un essai qui est donc inséré dans le roman La philosophie dans le boudoir, écrit et publié en 1795, Sade craint un grand retour en arrière vers des valeurs superstitieuses, un retour vers un catholicisme que beaucoup de révolutionnaires semblent avoir enterré un petit peu trop rapidement. Pour lui, le mort bouge encore et peut se réveiller dans son cercueil trop fraîchement cloué. C'est pourquoi il continue le travail de déconstruction de l'acte religieux méditerranéen pour rappeler le constant danger de revoir celui-ci reprendre le contrôle des comportements sociaux, non pas en Italie, mais bien en France. Les traductions en anglais des romans du marquis de Sade rencontrent des grandes difficultés pour reproduire la sensualité du texte original en français, en raison des différences linguistiques et culturelles entre les deux langues, bien évidemment. Le français est souvent considéré comme une langue plus expressive et nuancée que l'anglais en termes de connotation sexuelle et de complexité des relations interpersonnelles. De plus, le style d'écriture de Sade, qui mêle souvent cruauté, obscénité et érudition, est particulièrement délicat à traduire sans perdre justement la force et la subtilité de son propos. En ce qui concerne l'image du monde catholique méditerranéen comme une région rétrograde cultivée par les traditions, les traductions des œuvres de Marquis de Sade, cela s'explique par le fait que l'auteur utilise souvent le contexte religieux pour critiquer la morale oppressive et les hypocrisies de la société de son époque. En dépeignant souvent des prêtres et des religieuses comme des personnages immoraux et débauchés, Sade met en lumière les contradictions et les abus de pouvoir au sein de cette Église catholique, bien entendu.
Ces représentations radicales ont contribué à façonner l'image du catholicisme en Méditerranée comme une religion conservatrice et répressive, en particulier dans les cercles intellectuels et libertins de Paris, Londres et Amsterdam, qui, eux, lisent les œuvres du marquis de Sade quand elles circulent clandestinement en français. En conclusion, la traduction en anglais du roman de Sade, Juliette, a contribué à renforcer une représentation négative du sud méditerranéen catholique, en particulier de l'Italie, comme une terre culturellement retardée, superstitieuse et, bien entendu, hypocrite. Cette image, véhiculée par des personnages dépravés et des pratiques immorales décrites par l'auteur, a ensuite été amplifiée par la confrontation entre la culture anglo-saxonne et la culture méditerranéenne méridionale. Cependant, il convient de replacer cette représentation dans son contexte historique et philosophique en tenant compte des motivations de l'auteur et des idéaux qu'il défendait à travers son œuvre. L'imaginaire de Sade est sans limite. Et dans ce fantasme de prisonnier qu'il va cultiver pendant des décennies, il est tenté souvent par le sommeil de la raison, un peu comme dans les peintures de Francisco de Goya, non, cette même crainte qu'avait Goya dans ses peintures noires, la peur du grand retour en arrière, la peur de voir disparaître justement tout le mouvement autour du culte de la raison, qui est la base même des révolutions françaises et avant elle la révolution américaine. Donc, quelque part, ce que nous trouvons ici, c'est la peur du grand retour en arrière, la peur du Sud.